Elle n'avait que 5 ans, lorsque sa belle-mère la traînait sur cette scène, improvisée pour une vente aux enchères. À côté d'elle, sa sœur jumelle tremblait en silence, trop jeune pour comprendre le prix qui était fixé pour leur vie. Personne dans la foule n'a bougé, personne n'osait le faire, jusqu'à ce qu'un homme qui n'avait plus rien, à part son nom et un cœur brisé, s'avance et change tout. Avant de commencer, si les histoires de courage discret, d'amour inattendu et de miracles quotidiens vous touchent, pensez à vous abonner. Un simple clic nous aide à partager davantage de ces histoires inspirantes et vraies, et nous sommes très reconnaissants de vous compter parmi nous. Maintenant, commençons. La vieille étable sentait encore légèrement le fumier, même si aucune vache n'y avait mis les pieds depuis des années. La poussière flottait dans les rayons de soleil qui traversaient les planches gondolées du toit. Les portes rouillées du parc à bétail avaient été repoussées pour créer une scène de fortune. Et ce soir, comme tous les derniers samedis du mois, ce n'étaient pas des animaux qui étaient vendus, c'étaient des personnes, des enfants, pour la plupart. Callan Brooks se tenait près du fond, ses larges épaules légèrement voûtées sous une chemise en jean délavé, le col relevé plus par habitude que par souci du vent. Assez, son fils de 10 ans, Rowan, lui serrait la main avec une confiance tranquille. Les yeux pâles du garçon, voilés par la cécité, ne voyaient rien. Son ouïe était également émoussé. Callan devait parler lentement et clairement, près de son oreille gauche, pour qu'il comprenne quelque chose. Mais ce soir-là, Rowan ne dit rien, et c'était peut-être ce qui pesait le plus lourdement sur le cœur de Ken. Il n'aurait pas dû être là. Chaque os de son corps lui disait de partir, d'emmener Rowan et de s'enfuir avant que l'odeur du désespoir ne s'installe sur lui comme elle l'avait fait sur les autres. Mais elle fut alors tirée en avant. 2 filles, âgées de 5 ans, peut-être 7, identiques dans leurs ecchymoses et leurs pieds nus, mais pas dans leur esprit. L'une se tenait droite, provocante même dans ses tremblements. L'autre s'accrochait à la manche de sa sœur, sa lèvre inférieure tremblant comme une feuille dans le vent. La femme derrière, elle, émaciée, le regard perçant et empestant le jean éventé, leur donna une secousse brusque et les poussa sous les projecteurs. « Ça c'est du 2 pour le prix d'un », ricana-t-elle en agitant une cigarette en l'air. « Bon, les filles, vous savez vous laver, cuisiner, rester à leur place. Je les ai bien élevées. À partir de 200, un murmure parcourut la foule. Les hommes s'agitèrent, mal à l'aise. Une femme vêtue d'un manteau d'église serra son sac à main plus fort. Callan sentit quelque chose de froid se déployer dans son ventre. Les filles ne bronchaient pas face aux cris. C'était le pire. Elles y étaient habituées. Il regarda Rowan. Son fils pencha légèrement la tête, sentant la tension mais ne voyant rien. « Personne ?» aboya la femme. « Très bien. 150. Elles travailleront. Elles connaissent la peur et elles ne pleurent plus. C'est précieux. » Ken serra les mâchoires. Il n'avait pas prévu cela. Il n'était venu ici qu'avec un radiateur cassé à livrer et peut-être à vendre à la ferraille, mais quelque chose dans le regard vide de la plus grande des jumelles. La façon dont elle enroulait instinctivement son bras autour de sa sœur lui rendait impossible de partir. 78 $, s'entendit-il dire, et 300. Toutes les têtes se tournèrent. La femme sur l'estrade plissa les yeux. « Quoi? C'est tout ce que j'ai. Vous voulez qu'elles aillent chez quelqu'un qui ne les exploitera pas, quelqu'un qui les nourrira et les laissera dormir à l'abri. C'est tout ce que je peux offrir. » Un silence s'abattit sur la pièce, lourd et incrédule. La belle-mère ricana. 68 $ pour 2 bouches à nourrir. « Je n'achète pas des bouches, » dit Callan. Sa voix était basse, mais ferme. « Je leur offre un foyer. » Il s'avança et fouilla dans son portefeuille en cuir usé. Les pièces tintèrent plus fort qu'elles n'auraient dû.
Puis, de l'ombre derrière la foule, une voix retentit, douce, féminine, incontestablement autoritaire. « Je paierai le reste. » Tous les regards se tournèrent. En haut du vieil escalier se tenait une femme vêtue d'un long manteau, le visage partiellement caché sous un chapeau à larges bords. Sa main gantée tenait une fine enveloppe qu'elle tendit à l'homme qui dirigeait la vente aux enchères. Personne ne la reconnut, et personne osa lui poser la question. Les yeux de la belle-mère s'illuminèrent de cupidité. Callen regarda vers la femme, mais elle s'éloignait déjà, ses bottes claquant sur le plancher en bois de la grange. Elle ne se retourna pas. Il se tourna vers les jumelles. « Vous pouvez marcher. » Celle qui tenait sa sœur acquiesça. Callen se pencha. « Je m'appelle Callen. Voici Rowan. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous comprenez ?» Les filles ne répondirent pas, mais la façon dont elles descendirent de la plateforme, les mains serrées comme des bouées de sauvetage, était une réponse suffisante. Ils rentrèrent chez eux dans la camionnette rouillée de Callen, sous un ciel qui avait commencé à neiger. Il donna le siège avant à Rowan et enveloppa les jumelles dans les 2 seules vestes de rechange qu'il possédait, qui sentaient toutes 2 légèrement la sûre et le diesel. Aucune des 2 filles ne parlait, mais la plus jeune finit par s'endormir contre l'épaule de sa sœur. L'aînée regardait par la fenêtre comme si elle était toujours coincée sur le quai. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. L'aînée hésita. « Aurélia » murmura-t-elle. « Elle, c'est Lila. »« Joli prénom » dit Callen. « Vous avez faim ?» Elles ne répondirent pas, mais leur silence était une réponse en soi. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, 2 pièces, un poêle qui tout sautait les matins froids et une cheminée qui contenait rarement plus que quelques braises, Callen ouvrit la porte, alluma la lumière et les laissa entrer dans leur nouveau monde. Le salon était petit, usé, mais propre. Les livres de Rowan étaient soigneusement empilés sur la vieille table basse, étiquetés en braille et maintenus par des élastiques. Callen observa Aurélia scruter la pièce, les yeux scrutant chaque recoin, comme si elle évaluait la place dont elle aurait besoin pour se défendre. « Vous pouvez dormir ici ce soir, » dit-il, en désignant le canapé-lit. « Les couvertures sont propres. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Aurélia ne bougea pas. Ses doigts effleurèrent le bord du canapé, comme s'il risquait de disparaître. Callen s'accroupit à sa hauteur. « Tu ne me dois rien, » dit-il doucement. « Tu es juste chez toi maintenant. C'est tout. » Pour la première fois, quelque chose vacilla dans son expression. Pas de la confiance, mais peut-être le souvenir de ce que cela pouvait être. Dans la cuisine, pendant qu'il faisait bouillir de l'eau pour la soupe, Callen regarda par la fenêtre. La neige tombait en doux flocons. Il repensa à la femme de la vente aux enchères, à sa façon de parler, à sa façon de disparaître. Qui était-elle? Et pourquoi lui? Mais ces questions pouvaient attendre. Ce soir, 3 enfants dormaient sous son toit, et le doux murmure de la respiration de Rowan dans la pièce voisine était la seule réponse dont il avait besoin. Le matin arriva lentement dans la cabane, se glissant à travers les fenêtres givrées, comme s'il ne savait pas s'il était le bienvenu. Le vieux poêle à bois toussa 2 fois avant de céder à la flamme, et Callen Brooks se réveilla dans son fauteuil inclinable. Il s'était endormi, le dos endolori, la couverture sur sa poitrine à moitié glissée sur le sol. Il écouta un instant, le silence, mais pas un silence vide, celui qui était rempli de respiration, endormi, et de quelque chose de fragile comme l'espoir. Il se leva doucement, enjamba le tapis usé et jeta un coup d'œil dans le salon. Aurélia et Lila étaient blotties l'une contre l'autre sur le canapé-lit, couvertes de la tête aux pieds. Seule la petite main de la plus jeune dépassait, agrippant toujours la chemise de sa sœur. Même dans son sommeil, Rowan était déjà réveillé,
assis en tailleur sur le tapis tressé, une main sur son livre d'histoire. Il ne faisait aucun bruit, les piles étant mortes depuis longtemps, mais il tournait les pages quand même, laissant ses doigts suivre les lignes en relief. « Bonjour, mon grand », murmura Callen, en s'agenouillant à côté de lui. « Tu as bien dormi ?» Rowan se tourna légèrement et acquiesça lentement. Callen posa une main douce sur l'épaule de son fils. « Nous avons des invités maintenant, les filles. Tu te souviens ?» Le garçon acquiesça à nouveau, un peu plus vite cette fois. « Ils feront partie de notre famille pendant un certain temps, » dit Callen. « Nous les aidons. Ils nous aident. Ça te va ?» La main de Rowan trouva celle de Callen et la serra un instant. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Dans la cuisine, Callen prépara du porridge avec un peu de lait en conserve et une cuillère de sucre brun qu'il avait gardé pour des vacances qui n'étaient jamais arrivées. Il mit la table, 4 bols ébréchés, 4 cuillères dépareillées et 4 tasses en étain remplies d'eau tiède. Il s'arrêta, fixa la chaise verte vide, puis retourna ajouter un 5e couvert. Lorsque les filles se réveillèrent, Aurélia se leva la première, écarta les cheveux des yeux de sa sœur et aida Lila à s'asseoir. Elle la guidait comme quelqu'un de beaucoup plus âgé, quelqu'un qui avait appris que le monde pouvait devenir violent à tout moment et qui avait choisi de protéger quelqu'un de plus petit. Callen les salua d'un bonjour chaleureux, d'une voix prudente, ni trop forte, ni trop douce. Il leur offrit du porridge. Lila regarda le bol avec méfiance. « On n'a pas besoin de nettoyer quelque chose pour ça ?»« Non, » répondit Callen. Aurélia plissa les yeux en regardant les cuillères. « Elles sont assorties. » Il sourit faiblement. « Pas du tout. » Rowan était déjà assis, les doigts suspendus au-dessus de son bol, comme s'il pouvait sentir la chaleur qui s'en dégageait. « Allez, venez, » dit Callen, en faisant signe vers la table. « Mangeons. » Ils s'assirent, tous les 5 à table. C'était la première fois que Callen utilisait toutes les chaises depuis le décès de sa femme, 6 ans plus tôt. À l'époque, Rowan n'était qu'un bébé. Les chaises, supplémentaires, avaient refroidi avec le temps, poussées dans les coins, recouvertes de courriers, de poussière et de quelques autres objets. À présent, les coudes se frôlaient, des coups accidentels, des regards gênés par-dessus les bols de porridge. C'était calme, certes, mais vivant. Au milieu du petit déjeuner, Rowan tendit la main avec hésitation et tapota 2 fois sur la table, puis 3 fois. Aurélia remarqua le premier. « Il compte, » dit-elle doucement. Callen leva les yeux. « Tu as compris. Il a tapé comme nous le faisions, avant, dans le noir, » dit-elle. Un coup signifiait oui, 2, non, 3. Ça voulait dire « je ne sais pas ». Callen cligna des yeux. « Tu as inventé ça ?» Elle acquiesça lentement. C'était le seul moyen de communiquer quand elle nous enfermait dans le placard. Un silence tomba comme un banc de neige. Callen posa sa cuillère. « Eh bien, on pourrait peut-être garder ce code. Ça pourrait être utile. » Rowan sourit. C'était un sourire timide, mais il s'épanouit comme l'aube à travers la brume. Après le petit déjeuner, les enfants aidèrent à faire les petites tâches ménagères. Aurélia essuya le comptoir. Lila balaya sans qu'on lui demande. Rowan, inspiré par ses nouveaux compagnons, demanda, en tapotant, d'aider à apporter du bois pour le feu. Ils travaillèrent comme des gens habitués à tout faire pour survivre. Pas de chichi, pas de traînerie, juste mouvements silencieux et quelques regards en coin, comme s'ils attendaient une punition qui ne venait jamais. Callen les observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur serré. Cet après-midi-là, il sortit une vieille boîte de couverture et en trouva une avec des papillons. Il la posa au pied du lit de fortune des fils. « Je n'avais pas vu ça depuis des années, » murmura-t-il. « La préférée de ma femme. » Aurélia fixa la couverture longtemps, puis, avec précaution, elle la plia
et la posa sur les épaules de Lila avant de se glisser elle-même sous la couverture. Ce soir-là, Kallen était assis près du feu, Rowan appuyé contre lui, la tête nichée dans son bras. Les filles étaient allongées à proximité, chuchotant doucement dans leur langage commun, des demi-mots, des soupirs rythmés comme des respirations. Plus tard, Kallen fixa le plafond, longtemps après que le feu se fût éteint. 5 assiettes sur une table, 3 enfants sous un même toit, et une femme sans nom, vêtue d'un manteau qui avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Il ne savait pas où ce chemin allait le mener. Il ne savait pas s'il pourrait payer la semaine suivante, encore moins l'année suivante. Mais quelque chose, au fond de son âme, enfoui sous le chagrin et la détermination, lui disait que c'était la bonne décision. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas facile, mais c'était bien. Et dans un monde comme celui-ci, quelque chose de bon tenait presque du miracle. Les jours qui suivirent s'installèrent comme une neige fraîche, douce mais incertaine, belle mais précaire. Rien ne bougeait trop vite dans la cabane des Brooks, mais tout changeait. Kallen le remarqua d'abord dans le silence. Ce n'était plus un silence né d'un traumatisme, celui qui s'accrochait aux filles comme des engelures. C'était différent maintenant, rempli de chuchotements entre les lits superposés, du bruissement des pages des livres empruntés et du bruit des pieds nus le matin, alors qu'elle s'aidait Saïdayant à s'habiller avec des vêtements trop grands pour elle. Le son de la guérison était toujours subtil. Rowan avait commencé à s'asseoir plus près des filles pendant les repas, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait les vibrations. Kallen regarda avec admiration le soir où son fils se pencha par-dessus la table et tapota doucement le bol d'Aurélia. 3 petits coups. « Je ne sais pas, » dit Aurélia en souriant. « C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas ?» Rowan acquiesça doucement, puis il donna un petit coup. « Oui. » Lila gloussa, un son si rare que Kallen faillit laisser tomber sa fourchette. Le 4e matin, le soleil se glissa à travers les pins en rayons dorés, faisant fondre une couche de neige qui avait recouvert la cabane pendant la nuit. Kallen sortit sur le porche pour couper du bois et trouva Aurélia déjà là, assise en tailleur sur la marche du haut, son souffle visible dans l'air froid. « Tu es toujours debout aussitôt ?» demanda-t-il en attrapant sa hache. Elle haussa les épaules. « Je n'arrivais pas à dormir. » Il marqua une pause. « Tu as fait des cauchemars ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de regarder les arbres. Après un moment, elle se tourna vers lui. « Papa, pourquoi tu nous as achetés ?» Kallen baissa la hache. « Je ne t'ai pas acheté, » dit-il avec précaution. « J'ai offert tout ce que j'avais pour te soustraire à elle. » Les yeux d'Aurélia se levèrent brusquement. « Pourquoi toi? Tu ne nous connaissais pas. » Kallen soupira et appuya la hache contre la balustrade. « Rowan avait à peu près ton âge quand sa mère est décédée. Je sais à quoi ça ressemble quand les yeux d'un enfant perdent tout espoir. » Elle le fixa, cherchant une faille dans sa voix, un mensonge dans ses yeux. Elle n'en trouva pas. Plus tard dans la journée, Lila trébucha sur le tapis près du poêle et s'écorcha le genou. Ce n'était pas grave, mais ça saignait, et elle gémit plus fort que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part d'une fille habituellement si coriace. Kallen s'agenouilla à côté d'elle et inspecta la blessure avec des doigts délicats. « Ça va, soldat, » dit-il doucement. « On va te nettoyer. » Mais avant qu'il puisse se relever, Aurélia apparut à ses côtés avec un chiffon humide et une vieille trousse de premier secours provenant de la salle de bain. « Attends, » dit-elle, « je m'en occupe. » Elle pressa le chiffon contre le genou de sa sœur, puis essuya soigneusement le sang. Ses mouvements étaient lents, précis, bien au-delà de son âge. Elle souffla doucement pour apaiser la douleur avant d'appliquer une pommade et un pansement. Elle s'occupe mieux des blessures que n'importe qui d'autre, renifla Lila. Kallen haussa un sourcil.
Comment as-tu appris tout ça ?» Aurélia ne leva pas les yeux. J'ai observé les infirmières chaque fois qu'elles nous frappaient assez fort pour que nous devions aller aux urgences. Sa voix était neutre, factuelle, mais ses mains ne tremblaient pas. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Callen se tenait à la fenêtre, regardant à nouveau la neige tomber. Ses pensées vagabondaient vers la femme de la vente aux enchères, l'élégante inconnue qui avait disparu sans laisser son nom. Il ne savait toujours pas qui elle était, mais quelqu'un avait laissé une enveloppe scellée dans leur boîte aux lettres ce matin-là, contenant $100 en espèces et une note écrite d'une écriture cursive, soignée. Continuez, vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Il fixa la note pendant un long moment. Qui était-elle? Pourquoi? Lui. Une semaine plus tard, Callen conduisit Rowan et les jumeaux à la périphérie de la ville pour leur première sortie, ensemble, un après-midi à la bibliothèque du comté. Il ne savait pas trop comment ils seraient accueillis, surtout avec 3 enfants si différents les uns des autres. Mais il espérait que la familiarité atténuerait la méfiance. La bibliothécaire, une veuve aimable nommée Mel Louise, les accueillit avec un regard chaleureux. « Vous êtes l'homme qui a sauvé ces filles », murmura-t-elle en scannant leur carte de bibliothèque. « Que Dieu vous bénisse ». Callen ne la corrigea pas. Dans la section pour enfants, Lila découvrit le rayon des livres audio et se précipita pour le montrer à Rowan, sautillant sur la pointe des pieds. Aurélia, quant à elle, déambulait tranquillement dans l'allée des ouvrages documentaires jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la section consacrée à l'anatomie humaine. Elle passa ses doigts sur le dos d'un livre. « Je veux savoir comment tout ça fonctionne », murmura-t-elle. Callen s'agenouilla à côté d'elle. « Ton corps ?»« Non », répondit-elle. « Comment soigner les gens ?» Il sourit. « Eh bien, c'est un bon point de départ. » Ils quittèrent la bibliothèque avec 5 livres, 3 enfants souriants et quelque chose d'autre, à quoi Callen ne s'attendait pas. Une étrange sensation d'élan vers l'avant, comme les rouages d'une horloge cassée qui se remettent en marche. Ce soir-là, alors que Callen bordait Rowan, le garçon tapota doucement le matelas. Une pause, une. Oui, oui, oui. Callen fronça les sourcils. « À quoi dis-tu oui, mon grand ?» Rowan se tourna vers lui, ses yeux pâles et écarquillés, le regard clair. « Elle m'aide », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Elle me fait entendre. » Callen se figea. « Tu veux dire Lila ?» Rowan secoua la tête. « Aurélia. » Callen cligna des yeux, submergé par quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Rowan n'avait jamais parlé aussi clairement. Il n'avait jamais utilisé un nom auparavant. « Comment ?» demanda-t-il doucement. « Elle touche ma main, » dit Rowan, en tapotant légèrement sa paume, « et je sais ce qui est réel. » Cette nuit-là, Callen s'assit à nouveau près du feu, les genoux endoloris, le cœur plein. Il regarda autour de lui dans la cabane, les dessins collés sur le réfrigérateur, les chaussures boueuses près de la porte, le souffle tranquille des 3 enfants endormis. Il n'avait rien en banque, aucun plan précis, mais il avait un garçon qui parlait, une fille qui voulait guérir, et un autre qui les faisait tous rire à nouveau. Et quelque part, un inconnu observait, guidait, aidait. Il ne savait pas ce que demain lui réservait. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il ne le redoutait pas. Et cela pensa Callen, en tirant la couverture sur ses genoux. C'était le son de l'espoir. La première vraie tempête de décembre arriva comme un visiteur indésirable, qui n'avait pas frappé à la porte, mais avait déferlé sur les collines avec son souffle glacé et ses rafales hurlantes qui pliaient les pins dans tous les sens. Callen avait connu de nombreux hivers dans les montagnes du Jura, mais celui-ci était arrivé tôt et était particulièrement rude. Il était monté sur le toit, avant le lever du soleil, pour clouer une tôle qui s'était détachée et qui battait au vent comme une aile brisée.
Il aurait dû la remplacer au printemps dernier, mais aurait dû ne payait pas les courses ni les chaussures, un clou à la fois. C'était ainsi qu'ils maintenaient tout ensemble. Ce toit, cette vie. À l'intérieur, la cabane était sombre. Le courant avait déjà sauté 2 fois, et le chauffage était peu fiable même les meilleurs jours. Pourtant, les enfants s'affairaient dans une routine silencieuse que personne n'avait eu besoin de leur enseigner. Aurélia ramassait du bois dans le tas. Lila pliait les vêtements que Kalen avait laissés sécher près du poêle. Rowan était assis en tailleur près de la fenêtre, écoutant le vent siffler à travers les fissures comme une vieille chanson. Il ne se plaignait pas une seule fois. À midi, la tempête s'abattit de plein fouet. La cabane gémissait. Le courant fut complètement coupé. Kalen rentra en boitant, trempé et saignant légèrement d'un clou qu'il n'avait pas vu. Il ne s'est rendu compte de l'étendue de sa blessure que lorsque Aurélia a poussé un cri. « Tu es blessé, ce n'est rien », marmonna-t-il en époussetant la neige de ses épaules. Le toit tient bon, mais elle était déjà près de l'évier, mouillant un chiffon et sortant la trousse de premier secours avec le même calme méthodique dont elle avait fait preuve avec lorsqu'elle avait soigné le genou écorché de Lila. « Assieds-toi », ordonna-t-elle. Kalen obéit, plus surpris par l'autorité dans sa voix que par la blessure elle-même. Elle nettoya la coupure, souffla doucement sur l'égratignure et la banda plus serrée qu'il ne l'aurait probablement fait lui-même. Puis elle leva les yeux vers lui, non pas comme un enfant envers un adulte, mais comme quelqu'un qui comprenait intimement la douleur. « Tu ne peux pas tout faire, tout faire, tout seul. » Il expira longuement et doucement. « Quelqu'un doit le faire. » Aurélia pencha la tête. « Pas si quelqu'un t'aide. » En milieu d'après-midi, la cabane était froide. La tempête faisait toujours rage, et Kalen pouvait sentir la tension monter dans le plancher. Les murs minces ne pouvaient contenir le silence que pendant un certain temps avant qu'il ne se transforme en peur. Il alluma donc toutes les bougies qu'il trouva, y compris celles parfumées à la cannelle que sa défunte femme avait achetées il y a des années et qu'il n'avait jamais osé utiliser. Il remplit une casserole d'eau, y jeta des pommes de terre, des lentilles et les dernières carottes, puis remua lentement le tout sur le feu. « Ça sent la soupe », dit Lila avec espoir. « Presque », répondit Kalen. Elle s'appuya contre son bras. « Tu es doué pour faire semblant que tout va bien. » Il lui jeta un regard en coin. « C'est si évident. » Elle sourit. « Seulement pour ceux qui l'ont déjà fait. » Ils mangèrent la soupe par terre près de l'âtre, les bols dans leurs mains fatiguées, les cuillères cliquetant doucement. Il y avait quelque chose de sacré dans ce moment. 5 personnes, blotties les unes contre les autres, la vapeur s'élevant dans la lumière vacillante des bougies. Le monde extérieur était complètement exclu. Rowan se resservit. Kalen fit semblant de ne pas pleurer. Après le dîner, Lila sortit un jeu de cartes et apprit Rowan à les trier au toucher. Il ne voyait pas les chiffres, mais elle le laissait deviner en comptant les coins et en lisant les motifs au dos. « Le trèfle, ça ressemble à une patte, dit-il, en passant ses doigts sur la face. Et les cœurs, c'est pour les filles, le taquina Lila. Les garçons ont aussi un cœur, répliqua Rowan, presque sur la défensive. Kalen se tourna vers la cheminée, cachant son sourire. Il ne savait pas où son fils avait appris à dire quelque chose d'aussi profond, mais il en était heureux. Aurélia était assise à proximité, immobile et silencieuse, feuilletant l'un des livres d'anatomie de la bibliothèque. Elle s'arrêta sur un schéma de l'oreille humaine, touchant les parties doucement comme si elle essayait de les reproduire sur Rowan. « Tu crois que je pourrais la réparer un jour ?» murmura-t-elle, sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. Kalen leva les yeux. « Tu répares déjà plus que tu ne le penses. » Le vent tomba après minuit. Le courant
ne revint pas. Callen trouva une vieille radio dans le placard du fond et tourna le bouton jusqu'à ce qu'elle capte le faible bourdonnement d'un bulletin météo. Verglas, coupure de courant dans 4 comtés, fermeture des écoles pour la semaine. Personne ne remontait la route, pas avant un moment. Ils en profitèrent donc au maximum. Ils construisirent des forts avec des oreillers. Ils inventèrent des histoires. Callen leur apprit à utiliser une boussole, à lire les traces d'animaux dans la neige et à cuire des flocons d'avoine sans les brûler. Et en échange, les enfants lui apprirent à sourire sans culpabilité, à rire sans sourciller, à voir sa maison non pas comme une ruine, mais comme un refuge. 3 jours plus tard, alors que la tempête s'apaisait et que le soleil perçait à travers les arbres, une surprise est arrivée avec le courrier du matin, enveloppé dans du papier brun, laissé dans le tas de bois par quelqu'un d'invisible. Il y avait un manteau tout neuf pour Aurélia, une paire de bottes en polaire pour Lila et une montre en braille pour Rowan. Chacun était accompagné d'une note écrite dans la même élégante écriture cursive. Pour ceux qui traversent les tempêtes avec le cœur ouvert. Pas de signature, pas d'adresse de retour. Callen tint longtemps la note entre ses doigts, effleurant le papier comme s'il risquait de disparaître s'il clignait des yeux. Puis il sourit, très légèrement, et la glissa dans le tiroir où il gardait les autres miracles. Le dégel arriva sans bruit. Un matin de fin janvier, la neige qui recouvrait le toit, en tôle de la cabane, se mit à fondre dans un bruit mouillé, glissant en gros morceaux, qui tombaient dans la cour avec un bruit sourd. Une goutte se forma juste à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine, lente, régulière, rythmée. Callen la regardait tout en sirotant son café, une flanelle usée serrée autour des épaules. L'odeur de la fumée de bois imprégnait tous ces jours-ci, mais cela ne le dérangeait pas. Cela signifiait qu'ils étaient au chaud. Cela signifiait qu'ils avaient survécu à une autre tempête. Derrière lui, les jumeaux étaient assis en tailleur sur le sol, avec Rowan, qui traçait des lettres avec ses doigts sur une vieille boîte de céréales qu'Aurélia avait aplatie et sur laquelle elle avait écrit avec un gros marqueur noir. « D », dit Aurélia, comme docteur. Rowan acquiesça en passant ses doigts sur la courbe. Lila intervint. « Ou D comme danger, ou donuts, ou papa ». Elle lança un sourire effronté à Callen. « Beaucoup de choses ». Callen rit. « C'est très vaste. La vie, est-ce vaste ?» dit Lila sérieusement, comme si elle citait les Écritures. Il haussa un sourcil. « Tu n'as pas tort. » Plus tard dans la journée, Callen se rendit en ville pour réparer un tuyau qui fuyait à la librairie de Mademoiselle Louise, emmenant Aurélia avec lui pour lui tenir compagnie, et parce qu'elle avait pris l'habitude de poser des questions, surtout les valves, les clés, les manomètres. Elle n'était pas simplement curieuse. Elle observait comme quelqu'un qui accumule des connaissances dans un but précis, comme si elle en avait besoin. « Pourquoi le tuyau siffle-t-il avant d'éclater » demanda-t-elle. « Parce que l'air est expulsé avant l'eau » expliqua Callen. « Ça te prévient si tu écoutes attentivement. » Aurélia réfléchit longuement à cela long moment. Les gens aussi alors. Il lui jeta un regard en coin. « Comment ça? Quand ils sont sur le point de craquer, ils sifflent d'abord. Ils disent des choses blessantes, puis ils pleurent. » Callen ne savait pas quoi répondre. Elle avait 6 ans, peut-être 7 maintenant. Il n'en était pas sûr. Quoi qu'il en soit, elle en avait trop vu. Après le travail, Mademoiselle Louise leur offrit du chocolat chaud et une assiette de biscuits à l'avoine. Alors qu'ils étaient assis dans le coin confortable à l'avant de la boutique, un cri aigu retentit à l'extérieur, le son aigu et paniqué d'un animal en détresse. Aurélia se leva avant tout le monde. Ils coururent dehors et trouvèrent un chiot Golden Retriever empêtré dans la clôture métallique du voisin.
une coupure sanglante à la patte. Avant, le voisin se tenait à proximité, l'air paniqué et indécis. « Je vais appeler la fourrière », marmonna-t-il. Aurélia s'accroupit près du chien et lui murmura calmement. « Ce n'est pas la peine, je peux l'aider », dit-elle avec un sang-froid qui dépassait largement son âge. Callen s'approcha. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça sans le regarder. « Il a peur, mais il n'est pas dangereux. » Elle déchira un morceau ourlet de sa chemise, la pressa doucement contre la blessure, puis utilisa une brindille et d'autres morceaux de tissu pour créer une attelle de fortune. Pendant tout ce temps, elle fredonnait doucement une mélodie que, selon elle, sa vraie mère fredonnait quand ils étaient bébés. Ce n'était pas une berceuse, c'était plus régulier que ça, réconfortant. Le chiot cessa de trembler. Mademoiselle Louise, debout derrière Callen, murmura « Cet enfant a des mains de guérisseuse ». Callen ne répondit pas, mais il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la fierté, mais plus profond, de la révérence. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, Aurélia était assise en silence, dessinant dans un vieux cahier de Rowan. Quand elle le leva, on pouvait voir un croquis grossier, mais détaillé, de la patte du chien, les os, les muscles, la blessure, le tout annoté du mieux qu'elle pouvait, avec son orthographe limitée. Callen la regarda fixement. « Tu t'es souvenu de tout ça, grâce au livre de la bibliothèque ?» Elle acquiesça. « Je veux soigner les gens, » dit-elle simplement. Rowan se blottit contre elle, prit son dessin et tapota doucement la page. Un seul tapotement. « Oui, tu nous soignes déjà, » murmura Callen. Le lendemain matin, un colis arriva. Pas de camion de livraison, pas de coupe à la porte, juste une boîte en carton, enveloppée dans du papier brun posé sur le porche, comme si elle avait poussé là, à l'intérieur, un stéthoscope pour enfant tout neuf, une blouse blanche, vierge assez petite pour un enfant, et un livre intitulé « Healing Hands, The Beginner's Guide to Medical Curiosity ». Une note était glissée à l'intérieur, écrite dans la même écriture, élégante. Un cadeau pour la petite fille, qui sait déjà ce que beaucoup d'adultes ont oublié, que guérir commence par prendre soin, pas par avoir des diplômes. Callen resta longtemps sur le porche, la note dans la main, les montagnes silencieuses autour de lui. La neige fondait sur les avant-toits. Quelque part, quelqu'un les observait, pas derrière des caméras ou dans l'ombre, mais avec un cœur qui savait reconnaître quelque chose qui valait la peine d'être encouragé. Il leva les yeux vers le ciel et sourit doucement. « Merci », murmura-t-il. Lorsque Aurélia ouvrit la boîte et en sortit le manteau, elle ne poussa ni cri de joie. Elle ne pleura pas. Elle l'enfilait simplement, boutonnait avec ses petits doigts et se regardait comme si elle avait toujours su qu'il allait arriver. Elle se tenait plus droite. « J'ai l'air d'un médecin. » Rowan leva une main et lui fit un signe de victoire. « On dirait que tu es né pour ça, » dit Callen. Elle acquiesça solennellement. « Bien, alors je ferai mieux de continuer. » Ce soir-là, Lila s'appuya contre Callen, sur le vieux canapé, tandis que Rowan traçait des lettres sur son bras. « Tu crois qu'Aurélia sera vraiment médecin un jour ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'elle l'est déjà, » répondit Callen. Lila sourit. « Moi aussi, je veux être quelque chose d'important. Tu l'es déjà. » Elle secoua la tête. « Non, je veux dire quelque chose qui se fait entendre, quelque chose qui répond, quelque chose qui attire l'attention du monde entier. » Callen pensa à sa voix le matin, à la façon dont elle traduisait les signes de Rowan, à son attitude, tel un petit feu d'artifice dans un bocal en verre. Il acquiesça. « Tu trouveras. » Et vamos, et au fond de lui, il savait déjà. L'une guérirait avec ses mains, l'autre avec ses mots. Toutes deux étaient des miracles en mouvement. En février, la neige avait presque entièrement disparu, laissant derrière elle un monde à moitié recouvert de boue
et d'aiguilles de pin. En ville, les trottoirs étaient humides et parsemés de vieilles taches de sel, et le bâtiment de l'école, petit, carré et légèrement affaissé, au niveau de la ligne de toiture, semblait avoir connu plus d'hivers que d'élèves. C'était le premier jour de Lila. Aurélia avait commencé à suivre les cours 2 semaines plus tôt et était déjà devenue l'enfant calme et curieuse que tous les enseignants adoraient. Mais Lila était différente. Kalen lui avait demandé 5 fois ce matin-là si elle était nerveuse. Elle répondait toujours de la même manière, avec un sourire et un haussement d'épaule. « Je ne suis pas nerveuse », disait-elle en ajustant le bandeau bleu qui retenait ses boucles en arrière. « Je regarde. »« Tu regardes ?» demanda Kalen. « Oui, pour voir qui a besoin que quelqu'un dise ce qu'il ne peut pas dire. » Il rit doucement et secoua la tête. « Tu as 6 ans, presque 7, » lui rappela-t-elle. Il lui ouvrit la porte du camion comme si elle montait sur scène. D'une certaine manière, c'était le cas. À midi, Lila s'était déjà fait remarquer, mais pas de la manière que Kalen redoutait. Cela s'est passé pendant le déjeuner. Un garçon de sa classe, maigre et nerveux, a fait tomber son plateau près d'un groupe d'élèves plus âgés. Ils ont ri en le voyant se précipiter pour le ramasser, le visage rouge et marmonnant. « T'es vraiment un crétin », a raillé un garçon. « Je parie que ta mère te nourrit encore avec une cuillère pour bébé. » La cafétéria est tombée dans ce silence gênant où tout le monde entend la cruauté, mais personne ne sait quoi faire. Personne, sauf Lila. Elle s'est levée bruyamment. « Ce n'est pas drôle », a-t-elle dit-elle d'une voix claire qui résonna sur le carrelage. Le groupe d'élèves plus âgés se retourna. Le garçon qui avait fait tomber son plateau se figea. Lila fit un pas en avant. Qu'y a-t-il de drôle à ce que quelqu'un soit nerveux, effrayé ou ait besoin d'aide? Le meneur ricana. « Occupe-toi de tes affaires, orpheline. » Lila ne broncha pas. « Je m'occupe des gens comme lui. » Puis, assez fort pour que toute la cantine l'entende. « Avant, je me cachais sous un lit parce que la sœur de ma mère disait que j'étais trop bruyante pour vivre dans la maison. Mais quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un qui n'était pas obligé de le faire. Alors, je sais ce que ça fait quand personne ne prend ta défense. » Silence, un vrai silence, puis quelqu'un applaudit. 1 fois, 2 fois, puis d'autres suivirent. Le garçon qui avait laissé tomber son plateau cligna des yeux comme si elle avait fait apparaître du feu. Lila se rassit et reprit son sandwich au beurre de cacahuète. Plus tard dans l'après-midi, Kalen reçut un appel du bureau du directeur. Il se prépara à une mauvaise nouvelle. Mais au lieu de cela, il fut accueilli par Madame Huit, la directrice, qui semblait plus stupéfaite qu'inquiète. « Monsieur Brooks, je voulais juste vous remercier, » dit-elle. « Pourquoi ? » Pour avoir élevé une leader des droits civiques de 6 ans. Ce soir-là, Lila raconta toute l'histoire pendant le dîner, avec le ton désinvolte de quelqu'un qui décrit une partie de chatte perchée. Aurélia cligna des yeux. « Tu as tenu tête à un élève de CM2 ?»« C'était un crétin, » répondit Lila, en enfournant une cuillerée de purée dans sa bouche. Rowan sourit et tapota la table 1 fois. « Oui. » Kalen se cala dans sa chaise, les yeux fixés sur sa plus jeune fille, non pas de sang, mais de cœur. Elle grandissait, et son feu commençait à enflammer les gens autour d'elle. La semaine suivante, une enveloppe arriva. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite cette fois-ci, seulement une petite carte en relief glissée à l'intérieur. Le monde a besoin de plus de voix comme la sienne. Considérez cela comme un début. À l'intérieur se trouvait un formulaire de demande de bourse pour un camp d'été de discours à Dubaï, organisé dans une université privée à 3 heures de route. Les frais étaient pris en charge. Kalen faillit laisser tomber le formulaire. « Quelqu'un nous observe à nouveau », murmura-t-il. Lila ne scia pas. « Tant mieux, je veux qu'il voie. » À l'approche du printemps, les enfants s'épanouirent à leur manière.
Aurélia, qui portait désormais sa blouse blanche comme une seconde peau, passait ses après-midi à dessiner des schémas du cœur humain et à lire à haute voix, à Rowan, des informations sur le système squelettique, tournant lentement les pages pour qu'il puisse les toucher et les mémoriser. Lila écrivait des dissertations, même quand personne ne le lui demandait. Sa dernière s'intitulait « Pourquoi chaque enfant mérite une seconde chance ». Madame Witt l'affichait sur le tableau d'affichage de l'école. Les parents commençaient à le remarquer. Rowan, autrefois silencieux, se mit à poser des questions, non pas avec des mots, mais avec des tapotements, des gestes et des touches qui avaient peu plus de sens que n'importe quelle phrase prononcée. Son monde s'ouvrait petit à petit, avec l'aide de ses sœurs qui refusaient de le laisser dériver. Callen passait ses soirées à les observer, non pas pour les surveiller, mais pour s'émerveiller. Et pourtant, malgré tout ce qu'il construisait, il sentait encore l'ombre des questions sur Vivien, sur ce que cela signifiait de recevoir l'aide de quelqu'un dont on ne connaissait pas le nom, sur le fait de savoir si ce miracle qu'il vivait était quelque chose qu'il devrait payer un jour. Il garda l'enveloppe dans le tiroir avec les autres. Il ne savait pas où tout cela mènerait, mais chaque fois qu'il regardait Lila, audacieuse comme le tonnerre, ou Aurélia, patiente comme la pluie, ou Rowan, clignant des yeux face au vent, comme s'il pouvait sentir le monde à nouveau, il savait qu'il n'échangerait cela pour rien au monde. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait doucement et que les enfants dormaient profondément, Callen sortit avec une couverture sur les épaules. Les étoiles brillaient, les pins étaient silencieux, et quelque part, il le savait, une femme qu'il n'avait pas revue depuis la vente aux enchères l'observait toujours de loin, pas en tant que bienfaiteur, pas en tant qu'étranger, mais en tant que quelque chose de bien plus mystérieux et peut-être bien plus personnel qu'il n'avait jamais osé imaginer. Tout a commencé avec un reçu. Callen l'a trouvé coincé entre les pages du livre d'histoires en braille préféré de Rowan, probablement glissé là par de petites mains curieuses. Au début, il n'y a pas prêté attention. Un bout de papier provenant d'une des boîtes de dons qui apparaissait de temps à autre sur leur porche, mais celui-ci portait un nom imprimé, Second Light Foundation Disbursement Office, et en dessous, en petits caractères cursifs raffinés, V. Hartley. Callen se figea. Hartley. Il avait déjà vu ce nom, au bas d'un article de journal, sur une femme milliardaire qui avait disparu de la scène publique il y a des années, une entrepreneuse dans le domaine des technologies, devenue philanthrope, elle-même orpheline. Et le nom Second Light, il l'avait entendu murmurer une fois, lors d'une réunion du conseil municipal, lorsque quelqu'un avait mentionné un fonds qui remboursait discrètement les dettes de cantine des enfants de 3 comtés. Il fixa le reçu pendant un long moment. Ses mains étaient froides. Il n'était pas parti à la recherche de réponses, mais il était peut-être temps. Le lendemain matin, Callen chargea le camion et confia les enfants à Mademoiselle Louise, qui était devenue une sorte de tante honoraire depuis leur première rencontre autour d'un chocolat chaud et de biscuits. Il roula 2 heures vers le nord jusqu'à la ville, où des bâtiments de verre se dressaient comme des cascades gelées et où les feux de circulation clignotaient au-dessus d'une foule qui n'avait pas le temps de se regarder. Il trouva l'adresse indiquée sur le reçu, un modeste bureau dans un quartier calme du centre-ville, sans enseigne sur la porte, juste un numéro en laiton et un interphone. Quand il appuya, une voix répondit « Second Light, je cherche Vivienne Hartley. » Une pause. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, mais je pense qu'elle m'a peut-être sauvé la vie. Je voudrais juste 5 minutes. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Entrez. » Le hall était propre et calme. Une musique douce jouait quelque part, hors de vue. Rien de dramatique.
juste une mélodie au piano qui s'installait doucement dans les eaux. Une femme en tailleur gris anthracite l'accueillit. « Monsieur Brooks ?» Il acquiesça. Elle ouvrit une porte en verre dépoli et lui fit signe d'entrer. Mademoiselle Hartley ne reçoit pas beaucoup de monde, mais elle a demandé à être prévenue si quelqu'un venait la demander directement. La gorge de Callen se serra. « Pourquoi ? Vous devrez le lui demander. » Vivian Hartley était assise derrière un bureau en chêne pâle, entourée de fenêtres qui donnaient sur la périphérie tranquille de la ville. Elle était plus âgée que sur la photo dont il se souvenait. La quarantaine avancée, peut-être la cinquantaine, mais son visage avait conservé la même acuité, le même calme serein. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, juste un simple pull et un pantalon. Ses cheveux étaient attachés en arrière, et devant elle se trouvait une tasse de thé intacte. Lorsque Callen entra, elle se leva lentement. « Monsieur Brooks », il hésita. « Vous me connaissez ? Je vous connais depuis la vente aux enchères. » Sa mâchoire se crispa légèrement. « Vous avez payé pour ces filles. J'ai aidé, » dit-elle doucement. « C'est vous qui n'avez pas pu partir. » Callen s'approcha. « Pourquoi ?» Vivien prit une lente inspiration. « Parce qu'une fois, quelqu'un m'a abandonné. J'avais 7 ans. J'étais en famille d'accueil. Je pensais que quelqu'un viendrait, mais personne n'est venu. Alors quand je vous ai vu, quand j'ai vu ce que vous avez fait, c'était comme si une blessure dont je ne pensais pas qu'elle pouvait guérir commençait à se refermer. » Il ne dit rien, se contentant de rester là, absorbant chaque mot comme une page qu'il ne pouvait pas encore tourner. Vivien lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Je t'en prie, assieds-toi. » Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Vivien expliqua qu'elle avait créé Second Light pour aider discrètement, sans publicité ni louange. Elle recherchait des personnes qui ne demandaient pas d'aide, mais qui choisissaient malgré tout la compassion. Callen était l'une d'entre elles. « Je ne voulais pas m'immiscer, » dit-elle. « Je voulais juste garder la lumière allumée pour que vous puissiez continuer à avancer. » La voix de Callen se brisa. « Vous nous avez sauvés plus d'1 fois. »« Non, » dit-elle d'un ton plus doux. « Vous les avez sauvés. Je vous ai juste aidé à porter la lanterne. » Avant de partir, Callen resta debout dans l'embrasure de la porte, la main posée sur le cadre. « Je pensais que les miracles étaient plus grands, » dit-il, « plus bruyants. » Vivien sourit faiblement. « Les vrais sont silencieux. Ils te laissent croire que tu as tout fait tout seul. » Puis, comme après coup, elle ajouta « Ta fille, Lila, elle me rappelle ce que j'aurais pu devenir si quelqu'un m'avait sauvé plus tôt. » Il cligna des yeux. « Tu te souviens de son nom ? Je me souviens de tout. » Ce soir-là, de retour à la cabane, l'atmosphère était différente. Il n'a pas tout dit aux enfants, juste qu'il avait rencontré quelqu'un de gentil, quelqu'un qui les avait aidés discrètement et qui croyait en leur avenir. Lila l'a pressée de questions. Elle était jolie. Callen a gloussé. Ça dépend de quoi. L'invitation était contenue dans une épaisse enveloppe ivoire, scellée d'une feuille d'or et adressée d'une écriture élégante. À la famille Brooks, Callen a failli la jeter, pensant qu'il s'agissait d'un autre prospectus pour une œuvre caritative ou d'un courrier en nombre pour une collecte de fonds pour la recherche médicale. Mais à l'intérieur se trouvait une lettre officielle du Conseil régional de l'enfance, annonçant que Lila Brooks avait été choisie pour recevoir leur prix annuel Voix du courage. Il l'invitait, ainsi que sa famille et ses tuteurs, à une petite cérémonie qui se tiendrait à l'hôtel de ville du comté. « C'est une erreur », demanda Callen à voix haute en relisant la lettre. Lila jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Non, je suis génial. » Callen la regarda fixement. « Quoi ?» Elle haussa les épaules. « Tu crois que j'ai raconté cette histoire à la cantine pour rien ? L'événement était prévu pour le premier samedi de mai. Le printemps était enfin arrivé dans les montagnes. Un vrai printemps,
avec des fleurs sauvages qui sortaient de la terre humide et des abeilles qui butinaient contre les vitres ensoleillées. Aurélia trouva un vieux nécessaire à couture et raccommoda l'ourlet effiloché de sa robe préférée, déterminée à ne pas laisser les fils lâches gâcher l'occasion. Rowan essaya 3 chemises avant qu'Aurélia ne l'aide à en choisir une avec de petits boutons blancs et un col qu'il qualifiait de « grattant ». Callen, quant à lui, sortit la seule veste qu'il possédait, qui n'était pas en flanelle, et pria pour qu'elle lui aille encore. Il ne l'avait pas portée depuis le baptême de Rowan. Elle était désormais un peu serrée aux épaules, mais elle ferait l'affaire. Vivian Hartley, lorsqu'elle a entendu parler de la cérémonie, a proposé d'envoyer un tailleur. Callen a refusé. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. » L'hôtel de ville du comté était grandiose, à l'image des vieux bâtiments américains, des piliers blancs, de larges marches et une légère odeur de cire de citron et de papier ancien qui flottait dans les murs. L'auditorium pouvait accueillir une centaine de personnes, peut-être plus, et ce soir-là, tous les sièges étaient occupés. Ils étaient 5 assis ensemble au premier rang, 5 sièges, une famille. Lila était assise au milieu, tripotant la lanière de ses sandales et chuchotant des blagues à Rowan qui le faisaient rire aux éclats. Aurélia était assise bien droite et silencieuse, son manteau blanc soigneusement plié sur ses genoux, même si elle ne le portait pas. Callen avait posé ses mains sur ses genoux, nerveux, le cou tendu. Il était fier, profondément fier, mais aussi mal à l'aise, sous les projecteurs. Il n'avait jamais aimé être reconnu. Il se sentait plus à l'aise sous un tuyau cassé que sous les lumières vives. Puis ils ont appelé Lila. Elle s'est avancée vers le podium avec l'assurance de quelqu'un qui avait 3 fois son âge. Sa robe flottait doucement à chacun de ses pas. Ses cheveux bouclés étaient attachés par un ruban bleu, le même que celui qu'elle portait le jour de sa rentrée à l'école. La foule applaudit. Les applaudissements étaient chaleureux, spontanés, sincères. Lila prit le micro, s'éclaircit la gorge et regarda le public. Sa voix était claire et assurée. « Avant, je pensais que parler fort rendait mauvais, » a-t-elle commencé. « Je pensais que si je parlais trop, les gens cesseraient de m'écouter. Mais quelqu'un m'a dit que les voix ne sont pas faites pour être silencieuses. Elles sont faites pour être utilisées, surtout pour les personnes qui ont trop peur de parler. » Un murmure d'approbation a parcouru la foule. Elle a poursuivi. « Je m'appelle Lila Brooks. J'ai 6 ans, bientôt 7, et avant, je me sentais toute petite dans le monde. Mais quelqu'un m'a donné une place à table. Et maintenant je veux faire de la place pour les autres. » La salle était silencieuse. Puis quelqu'un s'est levé et a applaudi. D'autres ont suivi. En quelques secondes, toute la salle s'est levée pour une ovation debout. Lila rayonnait. Callen n'applaudissait pas. Il ne pouvait pas. Ses mains étaient jointes devant sa bouche, couvrant le sanglot le plus doux qu'il ait jamais essayé de cacher. Après la cérémonie, les parents, les enseignants et même un juge local sont venus serrer la main des enfants et demander à prendre des photos. Quelqu'un a proposé à Lila de visiter le conseil municipal des jeunes. Quelqu'un d'autre a demandé si Aurélia voulait visiter le laboratoire du centre médical pour enfants du centre-ville. Rowan se tenait près de son père, appuyé doucement contre sa jambe. Callen baissa les yeux et se rendit compte que le garçon tremblait, non pas de peur, mais d'excitation. Il s'agenouilla et toucha doucement le bras de son fils. « Ça va ?» Rowan tapota son genou. « Une pause. Une. »« Oui. » Callen sourit. « Tu t'es bien débrouillé, mon grand. Vous tous. » Puis il la vit, debout à l'autre bout du hall, près des grandes portes doubles, se tenait Vivian Hartley. Pas de garde du corps, pas d'assistant, pas de grande entrée. Juste elle, dans un manteau vert pâle, avec un foulard en soie noué au col.
Elle croisa le regard de Callen et lui adressa un petit sourire. Il s'excusa auprès du groupe et s'approcha lentement, ne sachant toujours pas comment l'appeler. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit-il. Je n'étais pas sûr de devoir venir, répondit-elle. Vous avez votre place ici, dit simplement Callen. Le regard de Vivien s'adoucit. Merci. Il hésita, puis demanda « Pourquoi nous avez-vous choisi ?» Elle regarda derrière lui, vers les 3 enfants, qui riaient près de la table des rafraîchissements. « Je ne vous ai pas choisi, dit-elle. Je vous ai reconnu. Il y a une différence. Choisir implique un pouvoir. Reconnaître implique le destin. » Il laissa cette phrase flotter entre eux pendant un moment. Puis il dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis plus de 10 ans. « Aimeriez-vous passer à la maison un de ces jours ?» Vivien cligna des yeux. « J'aimerais bien. » Ce soir-là, après avoir bordé les enfants et raccroché la veste à son clou solitaire près de la porte d'entrée, Callen s'assit avec une tasse de thé et un crayon à la main. Il ouvrit son journal intime, celui qu'il ne montrait jamais à personne, et écrivit. Il y avait 5 sièges à l'avant de cette salle ce soir. Un pour une fille au regard enflammé, un pour une fille aux mains guérisseuses, un pour un garçon qui apprend à voir sans ses yeux, un pour un homme qui ne savait pas qu'il était fort, et un pour la femme qui a gardé la lumière allumée assez longtemps pour que nous puissions tous trouver notre chemin. Il referma le livre. Dehors, la lumière du porche clignota une fois, puis resta allumée, et quelque part en lui, l'avenir aussi. La première fois que Vivien Hartley resta dîner, c'était le soir du pain de viande. Rien de spécial, pas de nappe raffinée, pas de bougies, juste une table en bois rayé, des assiettes ébréchées et l'odeur de sauce Worcestershire qui flottait dans l'air. Mais pour Callen, cela aurait tout aussi bien pu être un banquet. Vivien arriva avec un panier de pain frais, encore chaud, enveloppé dans une serviette en lin. « Je ne savais pas trop quoi accompagner le pain de viande, » dit-elle, en prenant le manteau de Callen. « Tu as apporté du pain, » dit-il. « Tu aurais pu apporter du gravier. Ça aurait quand même rendu la soirée meilleure. » Elle sourit, ses yeux doux derrière ses lunettes de lecture. Les enfants avaient tout nettoyé 2 fois. Lila avait même peigné les cheveux de Rowan 2 fois, même s'il détestait la sensation de chatouille sur son cuir chevelu. Aurélia portait sa blouse blanche comme un uniforme, sérieuse et fière. Callen avait craint que cela ne semble forcé, mais ce n'était pas le cas. C'était agréable, simple, comme une chaleur qui envahissait une pièce froide qui avait depuis longtemps oublié ce qu'elle pouvait être. Pendant le dîner, ils parlèrent de choses sans importance. Le nouveau passe-temps pour les échecs, le projet de Lila de lancer une pétition pour obtenir une plus grande étagère dans la bibliothèque, les diagrammes d'Aurélia qui occupaient désormais chaque centimètre carré disponible sur les murs du couloir. Vivien écoutait attentivement. Elle n'interrompait pas. Elle ne prenait pas un ton condescendant. Elle posait des questions pour en savoir plus, comme quelqu'un qui voulait vraiment connaître ces gens. « Tu te souviens de tout ça ?» s'émerveilla Lila au milieu du repas. La voix de Vivien était douce. Quand on a passé la majeure partie de sa vie à être oublié, se souvenir des autres devient une sorte de dévotion. Après le dessert, une tarte aux pêches en conserve et de la crème fouettée instantanée. Callen sortit sur le porche pendant que les enfants se disputaient la dernière cuillerée. Il avait besoin d'air, non pas parce qu'il était mal à l'aise, mais parce que quelque chose montait en lui, comme la marée, comme un souvenir, comme la douleur de quelque chose de bon, enfin, à portée de main. Vivien le rejoignit un moment plus tard, croisant les bras pour se protéger de la brise. Ils restèrent silencieux pendant un moment, regardant le clair de lune tisser des fils d'argent à travers les pins. « Elle va changer les choses »,
dit Kalen en désignant la porte. Lila, peut-être Aurélia aussi. Vivien sourit faiblement. Elles le font déjà. Il la regarda. C'est toi qui as rendu cela possible. Non, dit-elle fermement. C'est toi. Kalen s'appuya contre la balustrade. Je ne me sens pas toujours comme l'homme qu'il croit que je suis. Ils ne croient en rien, répondit-elle. Ils savent, ils le vivent. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, sans excuse, sans artifice, qui le fit se sentir plus vu qu'il ne s'était senti depuis des années. « Pourquoi nous ?» demanda-t-il à nouveau. Même s'ils avaient déjà eu cette conversation, Vivien se tourna vers lui. « Parce que ton cœur a dit oui quand tout le monde a dit non. » La lumière du porche clignota, comme elle le faisait parfois, puis se stabilisa. Kalen rit doucement. Ce truc est maintenu par du ruban adhésif et des prières. Vivien leva les yeux. Parfois, ça suffit. Puis, aussi naturellement que le vent souffle, elle dit « Est-ce que tu laisses parfois quelqu'un prendre soin de toi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas trop comment faire. « Je pense, dit-il lentement, que j'ai attendu si longtemps pour sauver les autres que j'ai oublié que j'avais peut-être besoin qu'on m'aide aussi, a dit. Vivien tendit la main et toucha la sienne, pas de manière dramatique, ni d'une manière qui en demandait plus, juste assez longtemps pour dire « tu n'es plus seul ». Et c'était tout ce dont il avait besoin. Au cours des semaines qui suivirent, Vivien lui rendit visite plus souvent, pas tous les jours, pas assez pour perturber le rythme que Kalen avait établi, mais suffisamment pour s'y intégrer. Elle apportait parfois des provisions, des livres, un petit microscope pour Aurélia, un échiquier de poche pour Rowan, un journal, avec une couverture en relief pour Lila, sur laquelle était écrit « Ta voix compte ». Et surtout, elle restait pour le dîner. Elle aidait à faire la vaisselle. Elle lisait à haute voix, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. Elle n'a jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Elle était simplement présente, constante, douce, entière. Un après-midi, fin mai, Rowan s'est endormi la tête sur les genoux de Vivien, alors qu'elle lui lisait un livre de fables. Kalen est entré et s'est figé dans l'embrasure de la porte, la regardant lui caresser les cheveux avec une tendresse qui l'a presque bouleversée. « Tu sais, » a-t-il dit doucement, « il ne s'endormait jamais en présence de quelqu'un, même pas avec moi quand il était petit. » Vivien a levé les yeux. « Alors je ne bougerai pas. » Kalen traversa la pièce, s'assit à côté d'elle sur le sol et expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. « Je pensais qu'un amour comme celui-ci n'arrivait qu'une fois, » admit-il. « Et si on le perdait, c'était fini. »« Il n'arrive pas qu'une fois, » dit-elle. « Il arrive quand on est prêt. Et parfois, seulement parfois, on a la chance de le reconnaître. » Ils restèrent assis là longtemps. Pas de déclaration, pas de confession. Juste le murmure de la paix, enfin autorisé à exister sans question. Cette nuit-là, Rowan remua dans son sommeil et murmura un mot que Kalen n'avait jamais entendu de sa bouche auparavant. « Maman ». Vivien, à moitié sorti de la pièce, se retourna. Kalen murmura. Il n'avait jamais dit ça avant. Elle cligna des yeux, les larmes lui montant soudainement aux yeux. Alors ce n'était pas moi qu'il voulait dire. Kalen sourit. Peut-être pas. C'était peut-être quelque chose qu'il ressentait ce soir. La sécurité, la présence, l'amour. Elle resta là un moment de plus, puis quitta la véranda en laissant la lumière allumée derrière elle. Comme toujours, la fin de l'année scolaire apporta avec elle une vague soudaine de première fois. Rowan a donné sa première représentation devant sa classe, debout devant ses camarades, avec Aurélia à ses côtés, récitant un poème qu'ils avaient appris par cœur, ensemble. Ils ne pouvaient pas voir les visages dans la foule, mais ils pouvaient sentir les applaudissements, chauds et envahissants, comme la lumière du soleil sur la peau. Lila a reçu sa première invitation officielle à rejoindre l'équipe junior d'art oratoire au niveau de l'État. Son essai, intitulé « À guide du timide,
pour s'exprimer à voix haute, avait été publiée dans le journal local, suscitant un déluge de lettres de lecteurs 2 fois plus âgés qu'elle. Aurélia a terminé son premier modèle anatomique, assemblé à partir de carton, de ficelle et de patience, et son professeur a chuchoté à Callen lorsqu'il est venu la chercher. C'est l'enfant la plus concentrée que j'ai jamais rencontrée. Mais ce qui a le plus surpris Callen, c'est la lettre qu'Aurélia lui a remise un mercredi après-midi pluvieux. « C'est pour toi », dit-elle simplement, en le glissant dans la poche de sa chemise en flanelle, avant de s'éloigner, en sautillant pour préparer le thé de Rowan. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, Callen déplia la lettre et la lut à la lumière vacillante de la vieille lampe dans le coin. « Cher papa, je t'appelle ainsi maintenant, parce que c'est ce que tu es. Tu ne nous as pas choisis dans un catalogue ou pris parce que c'était facile. Tu t'es jeté dans un feu et tu n'as jamais regardé en arrière. Et je pense que c'est ça être un père. Tu ne nous as pas seulement donné un foyer, tu nous as donné l'espace nécessaire pour devenir des personnes. » Rowan peut entendre le monde maintenant, pas avec ses oreilles, mais avec ses mains et son cœur. Lila crie quand il le faut et écoute quand c'est important. Et moi, j'apprends à réparer des choses. Je pense qu'un jour, je réparerai aussi les gens, mais seulement parce que tu as d'abord réparé quelque chose en moi. Merci d'avoir choisi la voie difficile, d'être resté, de nous avoir appris à rester au sien. Avec tout mon amour, Aurélia Callen plia la lettre, les mains tremblantes, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émerveillement. Il la rangea dans la boîte en bois sous son lit, avec une collection d'autres objets sacrés, le reçu de la vente aux enchères, le premier dessin de Rowan, la première pétition de Lila et une note de Vivien qui disait « Tu es le bien qui dure ». Le lendemain matin, il trouva Lila, assise sur les marches du porche, les jambes repliées sous elle, griffonnant dans un cahier. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il la rejoignit. « Tu écris un autre discours ?» la taquina-t-il gentiment. « Pas un discours, » répondit-elle. « Une lettre. À qui ?»« À l'enfant qui vit ici à côté. » Callen cligna des yeux. « À côté ?» Elle haussa les épaules. « Un jour, quelqu'un d'autre aura peut-être besoin de ce porche, de ces murs. Je veux juste qu'il sache qu'il fait déjà partie de quelque chose de bien. » Il tendit la main et ébouriffa ses cheveux. « Tu es une vieille âme. Je suis juste bruyante, » dit-elle en souriant. Cet après-midi-là, Aurélia trouva Callen dans la remise derrière la maison, en train de ranger de vieux outils et des bidons d'huile. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle, debout dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa blouse blanche. « Toujours, si je fais des études de médecine un jour, et que ça m'emmène loin, ça te va ?» Callen posa la clé qu'il tenait. Il s'approcha et s'accroupit pour être à la hauteur de ses yeux. « Je veux que tu ailles aussi loin que tes pieds, et ta foi te porteront, » dit-il. « Et où que tu atterrisses, tu seras toujours mienne. » Elle cligna des yeux. « Mais nous ne sommes pas à toi. » Il posa doucement une main sur son cœur. « Tu l'es, dans tous les sens qui comptent. » Elle l'enlaça fermement, enfouissant son visage contre sa poitrine. Callen la serra longtemps dans ses bras. Ce soir-là, Vivien arriva à l'improviste. Elle n'apportait ni provisions, ni livres, ni dons discrets, mais une simple enveloppe. « Ça est arrivé aujourd'hui », dit-elle, d'une voix qui n'avait jamais été aussi grave. Oui, il était prêt pour le petit déjeuner. « Tu veux du sirop d'érable ou des baies aujourd'hui, mon grand ?» demanda Callen. Rowan sourit, puis tapota à nouveau. « Des baies, bon choix. » Lila fit irruption à son tour, en plein milieu d'une dispute qu'elle avait avec elle-même, pour savoir si les pins devaient être considérés comme un élément architectural dans son dernier discours, « Sauver la forêt ». Elle jeta son cahier sur le canapé, attrapa une banane et commença à faire les 100 pas.
Tu vas faire un discours en pyjama, la taquina Kalen. Elle ne s'arrêta pas de bouger. Le génie n'attend pas la lessive. Aurélia entra silencieusement, comme toujours, vêtue de sa chemise impeccablement repassée et son stéthoscope toujours autour du cou, même si cette fois-ci, il était purement symbolique. Elle effectuait un stage d'été dans la clinique rurale de la ville, où elle observait les infirmières et les corrigeait gentiment les corrigeants, avec douceur lorsqu'elles utilisaient des termes obsolètes. Vivien la suivait de près, portant un panier de linge plié et fredonnant une chanson que personne ne reconnaissait vraiment, mais que tout le monde avait l'impression de connaître. Elle sourit lorsqu'elle croisa le regard de Kalen. Pas besoin de mots. Ils avaient depuis longtemps dépassé le stade où ils avaient besoin d'expliquer ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Plus tard dans l'après-midi, la famille se rassembla à l'orée de la forêt. Rowan voulait planter quelque chose, son tout premier jardin, un jardin modeste, avec des tomates et des soucis, car ces deux plantes repoussent même si le vent les abat. Kalen s'agenouilla à côté de lui pour l'aider à enfoncer les graines dans la terre, tandis que Lila tenait une pancarte en carton qu'elle avait peinte à la main. Le jardin des secondes chances de Rowan. Vivien prit une photo, pas pour les réseaux sociaux, pas pour une newsletter, juste pour eux. Aurélia se tenait à l'orée de la clairière, regardant un faucon qui tournait au-dessus des pins. « Tu crois qu'elle aurait été fière ?» demanda-t-elle doucement. Kalen la regarda. « Elle aurait été émerveillée, » répondit-il. Puis, après une pause, « mais pas seulement de toi, de ce que tu es devenu, parce que tu refuses de devenir ce qu'elle était. » Aurélia acquiesça, pas de larmes, juste une force tranquille. « Merci d'être resté, » dit-elle. « Je resterai toujours. » Ce soir-là, ils allumèrent un feu dans le jardin, non pas parce qu'il faisait froid, mais parce qu'ils avaient envie de se rassembler autour de quelque chose qui en valait la peine. Les étoiles commencèrent à scintiller, une à une, et la forêt bourdonnait au rythme lent d'un monde au repos. Vivien tendit à chacun d'eux une petite enveloppe. « J'ai pensé qu'on pourrait essayer quelque chose, » dit-elle. À l'intérieur de chaque enveloppe se trouvait une feuille de papier vierge. « Une lettre à ton futur toi, » expliqua-t-elle. « Écris ce que tu veux retenir ou ce que tu ne veux jamais oublier. » Ils écrivirent en silence, chacun éclairé par la lueur du feu et ses souvenirs. Rowan, avec l'aide d'Aurélia, traça son message, lettre par lettre. « J'ai appris à écouter même quand je ne pouvais pas entendre. C'est mon super pouvoir. » La lettre de Lila était courte, écrite en gras et soulignée 2 fois. « Ne te tais jamais si le monde a besoin de ta voix, et il en a toujours besoin. » Celle d'Aurélia était délicate, son écriture médicale se dessinant déjà dans sa main. « Même la douleur peut mener à un but, mais seulement si vous laissez l'amour vous accompagner. » Vivien plia la sienne sans la lire à haute voix. Kalen hésita. Il regarda autour de lui le cercle de vie qui avait autrefois été des fragments, maintenant assemblés comme une mosaïque de verre, imparfait, rayonnant. Il écrivit « Un homme ne devient pas père le jour où un enfant naît. Il le devient le jour où il refuse de le laisser seul. » Ils placèrent les lettres dans une boîte en bois, non pas pour les enterrer, mais pour les conserver sur la cheminée, à côté de la photo encadrée, où ils posaient tous les 5 devant la cabane, bras dessus, bras dessous, le sourire sincère. Kalen passa son bras autour des épaules de Vivien, qui reposait sa tête contre lui. « Tu t'es déjà demandé, » demanda-t-il, « ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là cette nuit-là, à la vente aux enchères. » « Non, » répondit-elle, « parce que j'étais là, et tu étais là. C'est tout ce qui compte. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Nous ne sommes pas un miracle, tu sais, » murmura-t-il. « Non, » acquiesça-t-elle. « Nous sommes ce qui vient après le miracle. »
le choix de vivre comme si cela avait de l'importance. Ce soir-là, avant de se coucher, Rowan demanda s'il pouvait laisser sa fenêtre ouverte. « Bien sûr », répondit Callen. « Pourquoi ?»« J'aime écouter », répondit Rowan. « Écouter les arbres, le vent, tout ce qui dit que nous sommes toujours là. » Callen resta un moment dans l'embrasure de la porte, regardant son fils dormir. Il retourna dans le salon, où Vivien pliait une couverture, où Aurélia planifiait les rotations à la clinique pour la semaine suivante. Lila dessinait les plans d'une cabane dans les arbres, et le monde, son monde, était vivant, ordinaire et étonnant. Et il murmura, sans s'adresser à personne en particulier, « C'est ça, le miracle quotidien. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Si cette histoire vous a touché, dites-nous où vous l'avez vue en laissant un commentaire ci-dessous. Et sentons-nous un peu plus proches les uns des autres, même à des kilomètres de distance. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui vous inspirent et vous rappellent les miracles silencieux qui nous entourent, abonnez-vous et rejoignez notre communauté grandissante. Ici, nous partageons des histoires qui ont du sens et votre présence à nos côtés est très importante pour nous.